Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, une table ronde qui portera sur la transition vers l'économie circulaire. De plus en plus d'entreprises regardent vers l'avenir et recherchent des solutions pour recycler intelligemment, réutiliser leurs matières premières et aborder différemment leurs processus et la conception de leurs produits. Comment appliquer un modèle circulaire en tant qu'entreprise et quels sont les enjeux? J'en discuterai aujourd'hui avec un panel d'experts autour de cette table. J'ai le plaisir d'accueillir Christophe Berlot, CFO de Resortex. Bonjour, merci pour votre invitation. Étienne Mignolet, porte-parole du SPF Économie. Oui, bonjour. Valentin Vassart, responsable du projet Circular Wallonia. Bonjour. Et Thomas Lepers, conseiller énergie et économie circulaire chez UCM. Bonjour. Valentin Vassart, devenir plus durable en tant qu'entreprise ou produire de façon plus durable, c'est aujourd'hui une priorité pour la plupart des entreprises. Maintenant, qu'est-ce que cela implique vraiment, une transition vers une économie plus circulaire? Il existe de nombreuses façons de faire cette transition, mais quelles sont les plus grandes différences entre la production circulaire et linéaire? Eh bien, tout d'abord, l'économie circulaire et l'économie linéaire s'opposent en tout point. L'économie linéaire, c'est l'économie dans laquelle on est depuis plus ou moins l'après-guerre. Ça fait 50 ans qu'on produit, qu'on consomme, qu'on jette, et c'est une économie qui a montré ses limites. Ses limites tant sur les aspects des pénuries et des raréfactions des ressources, mais également sur les aspects des enjeux climatiques. Alors, l'économie circulaire, c'est une économie qui vise à réduire au maximum la production de déchets, qui vise à utiliser de façon la plus efficace et efficiente possible les ressources, les matières premières, les matériaux, et qui vise aussi tout simplement à conserver la valeur le plus longtemps possible dans les cycles économiques. Et donc, lorsqu'un produit arrive en fin de vie, eh bien, on essaye tout simplement de le prolonger, les ressources, les éléments, les matériaux qui le constituent, pour les réintégrer dans l'économie et recréer à nouveau des boucles économiques. Thomas Lepers, quelles entreprises y travaillent déjà aujourd'hui et est-ce que c'est dans tous les secteurs ? Comme Valentin l'a dit, les entreprises sont très habituées à fonctionner sur le modèle linéaire, donc il faut quand même des incitants qui permettent de changer de modèle, ou il faut quelque chose qui va pousser au changement de modèle. Il faut bien reconnaître que pour l'instant, ça va beaucoup fonctionner sur base réglementaire ou base obligatoire. Je suis obligé de transitionner ou je suis obligé de traiter mes déchets de telle manière ou alors d'en produire moins, etc. Il y a aussi un aspect qui est important, c'est la sensibilité individuelle du manager. On remarque beaucoup ça dans les entreprises qu'on accompagne. Donc ces deux aspects-là vont effectivement permettre des actions. Après, il y a encore certaines entreprises qui pensent qu'elles pourront de toute façon continuer à produire des biens et des services qui ne nécessiteraient pas de s'adapter à ces cadres-là. À notre sens, c'est un mauvais calcul, dans le sens où certes, à court terme, on peut se dire de toute façon, voilà, j'arriverai toujours à faire vivre mon activité économique de cette manière-là. Dans les faits, on a parlé des aspects réglementaires qui, en fait, vont de toute façon devenir plus contraignants. Et puis même, il y a plein d'autres aspects. On parle de pénurie des matières premières, des ressources. Donc, pour en être moins dépendant, c'est aussi une manière via l'économie circulaire. Et puis, simplement aussi, l'attrait des consommateurs pour des services qui soient plus durables. Christophe Berlot, vous êtes le CFO de Resortex, une start-up qui se concentre sur l'entrepreneuriat circulaire dans l'industrie de la mode et du textile. Quelle est votre ambition ? Voilà, il faut d'abord se rendre compte qu'effectivement l'industrie textile, c'est un vaste sujet, c'est une industrie qui a une grosse empreinte environnementale. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, par an, il y a plus de 100 milliards de produits textiles ou de vêtements qui sont produits. Et en fait, malheureusement, on n'en recycle que moins de 1%. Donc il y a moins de 1% de ces vêtements qui sont recyclés pour en refaire des nouveaux vêtements. Et en fait, force est de constater que ils sont peu recyclés parce qu'en fait, il y a un problème de tri dans ces vêtements. Donc, de la même manière qu'à la maison, on doit mettre le plastique dans la poubelle bleue, le carton dans la poubelle jaune, eh bien, un vêtement, en fait, est souvent multimatériaux. Je prends l'exemple d'un pantalon en coton. Eh bien, donc, le corps du pantalon est en coton, l'intérieur des poches est en polyester et il y a des tirettes. Et effectivement, pour pouvoir le recycler, il faut pouvoir le démonter. Mais aujourd'hui, tout ça est cousu ensemble.
Voilà, donc il y a des techniques aujourd'hui qui existent de démontage actuel, manuel, coupé ou broyé du démontage mécanique, mais ce ne sont pas des solutions qui sont efficaces aujourd'hui. Donc nous, en tant que Resortex, on est là pour solutionner ce problème de démontage avec une solution qui est brevetée dans le monde entier, produit dans plus d'1 million de vêtements actuellement et distribué dans 60 pays. Et donc, en fait, notre ambition, c'est de pouvoir devenir, je dirais, la norme ou un benchmark dans l'industrie textile de la confection du vêtement, mais aussi du matelas d'ici 2030. Et en quoi consiste alors cette technologie que vous avez développée? Donc, en fait, c'est une solution qui a 2 parties. On se place en amont du produit textile et en aval du produit textile. Donc, on a d'abord des fils de couture. Donc, c'est ce qu'on appelle le Smart Stitch. Donc, ce sont des bobines de fils avec lesquelles on assemble le vêtement. Ce sont des fils thermosolubles qui font à des températures élevées, entre 150 et 200 degrés, en fonction de l'application du vêtement, s'il doit être passé, par exemple, ou pas. Et en fait, je dirais que ce sont des fils qui permettent de garder la fonctionnalité du produit. Donc, on peut toujours laver, sécher et même repasser les vêtements pendant leur cycle de vie. Et à la fin de vie, voilà, nous avons des systèmes de démontage automatique, donc avec des contraintes thermiques et mécaniques, qui s'appellent le Smart Disassembly, où là, nous recevons les vêtements, nous appliquons la chaleur et ces coutures se fondent, en fait, et donc le vêtement se défait et toutes les matières se séparent de manière automatique sans intervention manuelle et donc sont après effectivement triées automatiquement. Donc concrètement, avant la machine ou dans la machine, on met des vêtements qui sont encore cousus ensemble et qui ne pourraient pas être recyclés en tant que tels parce qu'ils ne sont pas démontés. Ce qui en sort, ce sont des pièces de tissu qui sont démontées automatiquement et triées. Et donc la combinaison des deux permet une efficacité beaucoup plus importante que les processus de démontage actuels. On permet de récupérer plus de 2 fois plus de matière avec une valeur plus élevée et avec une vitesse 5 fois plus rapide. On permet même une certaine rentabilité de la chaîne de recyclage, ce qui est vraiment, je dirais, clé pour pouvoir avoir une croissance à grande échelle pour l'économie circulaire. Étienne Mignolet, alors Resortex, c'est un excellent exemple de la manière dont l'économie circulaire ouvre de nouvelles opportunités à des entreprises. Maintenant, le SPF Economy veut également inciter les PME à opter pour cet entrepreneuriat circulaire. Pourquoi est-ce tellement important ? Oui, on l'a vu notamment avec la crise sanitaire, et on le voit tous les jours, comme Valentin l'a dit, avec le réchauffement climatique, le défi climatique, les économies sont vulnérables et les modèles économiques doivent se réinventer. Alors, on sait aussi que les PME, c'est vraiment le moteur économique et de la croissance dans nos économies, c'est vraiment elles qui ont la clé, et donc c'est vraiment important de les soutenir pour qu'elles s'inscrivent dans cette transition-là. Et on voit qu'il y a d'ailleurs un intérêt de leur part pour s'inscrire dans cette transition, il y a une volonté de le faire. Mais parfois, il y a des freins et des obstacles qu'elles rencontrent et c'est surtout un manque d'information, un manque de savoir-faire, un manque de méthode. Et donc là, elles ont vraiment besoin d'un soutien, vraiment des aides qui sont présentes et de l'information qu'elles peuvent obtenir. Donc nous, on veut faire vraiment beaucoup de sensibilisation sur ce qui existe, quelles mesures existent, quelles mesures d'accompagnement existent. On veut les convaincre de s'inscrire dans cette transition parce que c'est plein d'opportunités pour l'avenir. Et puis on veut aussi les accompagner évidemment dans cette démarche. Et vous avez créé une campagne qui se nomme « Devenir circulaire ». Quel est le but de cette campagne et quelles sont les initiatives prises par le SPF Economy ? Oui, effectivement, on a développé donc, cette campagne qui est soutenue par un site web, donc devenircirculaire.be. Et ça s'inscrit plus largement d'ailleurs dans une stratégie belge qui est Belgium Builds Back Circular, qui est portée par le SPF Economy et par le SPF Santé Publique et qui s'inscrit aussi plus largement dans le plan de relance et de résilience donc, qui a fait suite à la crise économique post-pandémie, avec un objectif de rendre l'Europe plus numérique, plus verte, plus résiliente. Et donc l'objectif de la campagne, c'est vraiment de montrer aux entreprises les défis à relever, mais aussi les opportunités qu'il y a à s'inscrire dans cette transition pour aller vers ces nouveaux modèles économiques. Donc il y a effectivement une campagne qui s'étale de 2023 à 2025, donc soutenue par un site web, comme je le disais. Et une des spécificités de ce site, outre tous les aspects d'information, c'est un outil qu'on a développé, qui est un outil d'autodiagnostic pour les PME. Et donc avec cet outil-là, en fait, elles peuvent obtenir
leur score de maturité, on appelle ça, en matière d'économie circulaire. Elles peuvent voir où elles en sont en fait en matière d'économie circulaire et elles peuvent obtenir en fin de parcours un rapport personnalisé sur leur situation et sur les mesures aussi qu'elles peuvent mettre en œuvre pour améliorer justement la circularité de leur activité. Circular Wallonie a promu l'économie circulaire au niveau de la région wallonne. Pourquoi est-il important de sensibiliser les entreprises, comme le fait aussi le SPF Économie? Tout à fait, parce qu'on tire les mêmes constats en fait. En Wallonie, on a réalisé en 2021 un grand baromètre, une grande étude sur le niveau de connaissance des entreprises wallonnes en matière d'économie circulaire. Et les constats sont flagrants. 22% des entreprises prétendent connaître assez bien l'économie circulaire, ça veut dire que 78% d'entre elles ne le connaissent pas, ou du moins le concept est flou. Et donc, suite à ça, nous, en tant que Circular Wallonia, mais également au travers de la campagne ici lancée par le fédéral, eh bien, on appuie ce genre de démarche, tout simplement pour pouvoir augmenter le niveau de connaissance, le niveau de pratique de la circularité au sein de nos entreprises. Et tout simplement aussi parce que c'est un enjeu stratégique et de compétitivité pour nos entreprises, non seulement en raison des pénuries qu'on peut observer sur certaines matières, sur certains matériaux, mais également sur les tensions géopolitiques qu'on observe actuellement et qui vont aller malheureusement probablement de pire en pire. Et donc il y a une forte exposition de nos entreprises aux volatilités des prix du marché. Et toute cette démarche d'économie circulaire permet également d'augmenter la rentabilité, la performance de nos entreprises, de réduire les coûts de production et également de répondre à un besoin, une demande peut-être de plus en plus grandissante de la part des consommateurs belges et européens, et aussi de faire face à des contraintes réglementaires qui arrivent également au niveau de l'Union européenne en matière d'économie circulaire. Et fort heureusement, elles arrivent, mais ça veut dire qu'il faut préparer nos entreprises également à ce qui arrive dans les prochains mois, dans les prochaines années au niveau du cadre réglementaire. Oui, en parlant de ça, ces dernières années, Thomas, notre économie a connu des moments difficiles. On a des crises consécutives telles que la pandémie, l'inflation, les matières premières, pénurie de certains matériaux, crise de l'énergie. Alors, selon vous, est-ce que c'est un frein ou est-ce que ça incite à réfléchir à des modèles plus circulaires ? Souvent, on va justement présenter ça de manière positive comme l'occasion de réfléchir, et ça peut être effectivement un bon catalyseur pour réfléchir à ces thématiques-là et se poser les questions par rapport à des pressions sur les matières premières, les coûts de l'énergie, etc. Ce qu'on remarque quand même, c'est que dans le cas de crises si fortes que la crise non seulement sanitaire et en plus la crise énergétique liée aussi à l'inflation, etc., il y a d'abord la question de la survie qui est quand même présente chez beaucoup des entreprises. Donc c'est d'abord cet aspect-là qui va être pris en compte par les entreprises, parce que de toute façon, une entreprise sans activité économique durable au sens viable, ne va justement pas avoir l'occasion de se préoccuper des thématiques d'économie circulaire. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qu'on remarquait par exemple avec la crise énergétique, on avait des entreprises qui allaient nous questionner très directement sur les questions par exemple liées au contrat. Là, ce n'est pas une question de durabilité, c'est une question simplement, ok, comment je peux juste limiter la casse avec mon contrat d'énergie. Après, il y avait des mesures comportementales qui, si elles étaient faites même pour des raisons économiques, par exemple, je vais réduire mon chauffage, je vais ne pas chauffer telle ou telle partie du bâtiment, utiliser quelques frigos en moins, etc., ou peu importe au niveau des installations techniques, c'est pour des raisons économiques, mais ça profite à l'environnement. Mais à ce moment-là, on n'est toujours que dans le court terme, on est toujours dans des économies de matières premières et de ressources qui soient limitées dans le temps. Après, il y a quand même eu des choses qui ont été permises par cette crise, justement dans le cadre de ces réflexions-là, des outils qui ont été développés, des primes, des accompagnements, pour justement permettre aux entreprises d'anticiper les crises futures. Donc on reste toujours sur l'argument économique, financier, qui peut évidemment être accompagné d'arguments environnementaux et qui doit l'être d'ailleurs, mais là on parle vraiment du très concret. Une entreprise, comment elle pourrait faire pour être moins impactée par une prochaine crise de ce type, consommer moins d'énergie, être dépendante de matières premières peut-être plus locales pour avoir moins d'intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est un argument qui peut être fait. Et on prend souvent l'exemple de l'Horeca qui souffre beaucoup en ce moment. Eux, typiquement pendant la crise énergétique, ils devaient absolument limiter leurs coûts. Maintenant, ils ont des réflexions sur quel type de frigo on va utiliser, comment on va chauffer les plats, etc. Donc là, on a déjà une réflexion à plus long terme. Et en plus de ça, on peut réfléchir, comment je vais m'approvisionner aussi plus localement, ou alors proposer une alimentation plus végétale, etc. Donc ça arrive encore après. Mais tout ça est possible que quand il y a une activité qui soit viable économiquement. Et tout ça, du coup, doit évidemment dépendre des soutiens et des accompagnements. On prend l'Horeca, il y a beaucoup des établissements qui sont remplis, qui tournent très bien.
rien et qui sont quand même ric-rac en ce moment. Donc, je prends l'exemple de l'Horeca, c'est le cas dans beaucoup d'autres secteurs. S'il n'y a pas de soutien et d'accompagnement pour cette transition, qu'il soit financier ou qu'il soit de l'expertise, ce sera malheureusement compliqué. Alors, qu'est-ce que vous remarquez chez vous dans l'industrie de la mode et du textile? Est-ce que l'industrie est prête? Est-ce qu'elle est convaincue de cette nécessité? Parce que vous êtes c'est assez polluant, hein, la mode et cette industrie. Ou est-ce que c'est surtout la réglementation européenne qui vous force à changer? Je dirais que c'est peut-être différents angles. Donc, il y a déjà une conscience collective qui est en train de se mettre en place, surtout chez certains grands acteurs. Mais je dirais que c'est surtout l'aspect, le cadre réglementaire, comme l'ont souligné Valentin et Thomas, qui est en train de se renforcer et qui va permettre d'accélérer ça. Donc on remarque au niveau européen, la Commission européenne est en train de mettre un cadre législatif pour freiner les pratiques polluantes de l'industrie textile. Je crois qu'on parle d'un arsenal de 16 différentes lois et régulations. Et en fait, pour pouvoir rester compétitive et pouvoir maîtriser les coûts liés à l'Extended Producer Responsibility, donc la responsabilité de fin de vie, l'éco-design, etc., ces industries vont devoir mieux maîtriser l'approvisionnement en matières recyclées. On l'a souligné aussi, ça va devenir une ressource rare. Surtout que le consultant McKinsey a récemment établi aussi qu'en fait, il va y avoir dans le moyen terme un déficit de plus de 60% sur la quantité de matières premières recyclées, ce qui va donner énormément de pression sur les chaînes d'approvisionnement, sur l'accessibilité au marché, donc en termes de volume, mais en termes de coût. Et bon, nous travaillons avec des grandes marques comme Bershka, Decathlon ou Bécard Desley dans l'industrie du matelas. Et l'un de nos clients, Decathlon par exemple, a très bien compris ça et est en train effectivement d'utiliser la solution Resortex pour pouvoir sécuriser de l'approvisionnement de polyester recyclé plus tard, et ce, à partir de leurs propres produits qui seraient multimatériaux, et ceci en gardant un certain contrôle sur l'approvisionnement aussi. Alors j'imagine aussi que passer d'un processus avec certaines matières premières et de le changer, ça nécessite naturellement un investissement, temps et argent, mais ce n'est pas toujours un succès assuré. Alors comment ça s'est passé, votre développement ? Mais je dirais qu'effectivement, vous l'avez noté, conduire un projet tel que celui-là et changer les façons de faire ou les pratiques dans un domaine comme l'industrie textile, on ne fait ça pas seul. On a effectivement des soutiens financiers, on y reviendra plus tard, mais aussi une équipe, ça c'est le plus important. On a beaucoup de chance chez Resortex, on a une super équipe de 17 profils très divers et on a 8 nationalités différentes, donc c'est très très riche. Et on a des compétences, je dirais, très spécifiques et très complémentaires de l'ingénierie, du marketing, de la science environnementale. Et je crois que c'est aussi pouvoir attirer tout cet talent, pouvoir conduire un projet de grande ampleur, c'est quelque chose de clé. Oui. Thomas, est-ce que les PME et les entreprises matures disposent d'une expertise suffisante en matière d'entrepreneuriat circulaire pour justement investir dans ce domaine ? Moi, je dirais que très clairement, non. On peut reprendre les chiffres que Valentin disait, qu'il y a près d'une entreprise sur 5 qui est au courant, mais donc 4 entreprises sur 5 qui ne voient pas très bien ce qu'est l'économie circulaire. Et je rajouterais en plus qu'elle peut être mal comprise dans un sens. Si on prend par exemple le recyclage, qui est souvent considéré comme la panacée, etc., de ce qui est possible de faire, en fait, c'est qu'une première étape par rapport à tout ce qui doit être fait, par rapport à la pression sur les ressources, etc. Donc, il y a déjà effectivement ce souci d'incompréhension qui du coup doit être pallié par justement une prise de conscience des entreprises, mais qui doit se faire aussi par une sensibilisation qui soit à chaque fois plus grande. Et souvent, l'entreprise, c'est pas qu'elle se retrouve face à des thématiques qu'elle ne veut pas aborder, mais c'est simplement pour les aspects qu'on disait avant. Des fois, on est dans un business as usual, ou alors simplement avec des thématiques qui sont déjà problématiques à ce moment-là, comment juste gérer son activité au jour le jour. Donc, il faut trouver le moyen de sensibiliser et de faire voir aussi les aspects positifs d'une telle transition. On les aborde tout au long de notre discussion, mais c'est important que chaque entreprise puisse les voir et pas juste comme « Ah, j'ai telle complexité réglementaire ou administrative ». Donc ça, c'est un des premiers aspects. Et aussi montrer des exemples très concrets qui sont faisables. Si on prend par exemple
pour rester sur les exemples qu'on utilise aujourd'hui, dans le cadre des économies d'énergie, si on prenait l'Horeca ou telle autre entreprise, si on a un investissement avec un crédit à taux réduit, comme ils sont proposés par exemple en Wallonie avec EasyGreen ou à Bruxelles avec Énergie Réno, des mensualités qui soient bien calibrées, qui rembourseraient les économies d'énergie réalisées par l'entreprise, en fait l'investissement se rembourse dès le premier jour. Donc ça, c'est des choses qu'il faut plus mettre en avant, qu'il faut présenter plus à d'autres entreprises, d'entreprises qui ont réalisé ça, comme on le fait ici. Et il y a des secteurs où effectivement, ce sera beaucoup plus compliqué. Dans le cadre du textile, il y a effectivement, heureusement qu'il y a des initiatives de ce type-là, parce qu'on est dans un monde tellement interdépendant et tellement dépendant de tellement de matières premières, etc., que là, une entreprise toute seule, s'il n'y a pas une refonte générale de la manière de procéder, là, ça va être plus compliqué. Mais tout ça passe vraiment par sensibilisation et accompagnement, encore une fois. Étienne et Valentin, alors sur quel soutien les PME qui développent de nouveaux produits, de nouveaux projets, peuvent-elles réellement compter? Alors, je parle en termes de gouvernement fédéral et wallon. Quel soutien y a-t-il pour cette transition? Alors, au niveau de la Wallonie, on soutient les entreprises à 3 niveaux. Donc, au niveau d'abord du développement de l'offre en biens et en services circulaires, c'est-à-dire qu'on passe par là par du financement au travers de nos outils financiers régionaux comme Wallonie Entreprendre, au travers de prêts, au travers de prises en capital, etc. On a également des subsides directs, des financements plutôt directs octroyés par la région à des entreprises dans le cadre d'appels à projets, dans le cadre également d'appels à projets comme GoCircular ou des appels à projets pôle de compétitivité. On a également donc des aides à l'investissement, des aides à l'innovation, à la recherche, au développement. Il y a aussi donc pas mal de financements européens, des fonds FEDER ou autres, qui permettent à ces entreprises justement d'entamer leur transition circulaire. On a également donc plus indirectement tout ce qui est accompagnement. Donc par là, on entend des accompagnements au travers de parcours d'innovation. On entend aussi par là des diagnostics bas carbone et économie circulaire. Il y a aussi des chèques entreprises maintenant qui sont orientés sur l'économie circulaire et comment est-ce qu'on peut accompagner nos entreprises dans l'identification d'un marché ou autre. Et donc, il y a ce volet-là au niveau de l'offre en biens et de services circulaires, mais on doit également travailler sur son pendant, c'est-à-dire la demande. Et comment est-ce qu'on fait en sorte de soutenir une consommation plus circulaire. Et là, ce n'est pas uniquement les citoyens qui sont des consommateurs, les entreprises en sont également, et les pouvoirs publics et les pouvoirs locaux. Et donc là, on travaille sur l'approvisionnement circulaire de tous ces acteurs-là, notamment aussi au travers des marchés publics, pour faire en sorte qu'ils soient plus exemplaires, plus circulaires, et ça permet aussi de tirer l'offre en quelque sorte. Et le troisième axe, en tout cas, de soutien au niveau de Circular Wallonia, c'est plutôt la mobilisation des acteurs. Donc on a identifié toute une série d'acteurs, les citoyens, les entreprises, les pouvoirs publics. Eh bien, il faut pouvoir les mobiliser. Les mobiliser, ça signifie tout simplement les sensibiliser, les informer, les éduquer, permettre le développement des compétences d'avenir en matière d'économie circulaire. C'est aussi mettre en réseau ces acteurs, créer des partenariats privés, publics, soutenir aussi la recherche et le développement et faire en sorte que les entreprises sortent de leur cadre habituel, qu'elles retirent le nez du guidon en quelque sorte et qu'elles puissent justement s'entourer d'acteurs qui vont les aider dans cette transition. Étienne ? Oui, donc on est dans un pays où on voit qu'il y a beaucoup de niveaux de pouvoir. Ce qui est positif, c'est que chaque niveau de pouvoir a fait une priorité quand même de cette thématique de transition et d'économie circulaire. Et donc, chacune à leur niveau, elles soutiennent cette transition. Alors ça peut se faire par des textes de loi, évidemment, et des règlements. Ça peut se faire par des mesures de soutien financiers, comme des subventions ou des abattements fiscaux, par exemple. Si on prend les mesures de soutien fédéral, on peut citer l'aide financière en matière de propriété intellectuelle, on peut citer le fonds pour les PME et le chèque PME qui offre un soutien financier pour faire protéger des dessins et des marques. On offre aussi beaucoup de conseils et d'informations sur 2 aspects qui sont très importants, c'est la propriété intellectuelle et la normalisation. Donc il existe les antennes normes et les cellules brevets. Donc ce sont des endroits où les entreprises peuvent se rendre gratuitement pour obtenir des informations je dirais pas personnalisées, mais en tout cas par rapport à leur secteur d'activité sur ce qui existe en matière de propriété intellectuelle et de normalisation. Et puis un dernier aspect, ce sont nos collègues du SPF Santé publique qui ont développé un guide, le guide PAAS. Je vous passe l'explication parce que c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, dans le cadre du plan d'action fédéral pour l'économie circulaire, ils ont développé ce guide qui permet aux entreprises d'avoir un guide en 6 étapes pour comment développer une entreprise prospère tout en limitant l'impact sur l'environnement. Donc ça, c'est un petit peu au niveau fédéral ce qui peut exister. Est-ce que Réseautex a pu profiter de ces incitations ?
Alors oui, je dirais qu'on a eu pas mal de chance aussi. Donc on a déjà pu avoir des subsides au niveau régional et au niveau européen. Donc au niveau régional, on a eu des subsides de Vlaio et de Vlaanderen Circulaire pour pouvoir développer et valider nos technologies. Et puis l'année passée, on a aussi bénéficié d'un subside de 2,5 millions du Fonds européen pour l'innovation. Donc tout ça, ça aide évidemment. Alors je dirais que globalement, en Europe, il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de soutien pour tout ce qui est recherche et développement. Donc ça, c'est un point très positif. Maintenant, ce qui n'est pas toujours facile, c'est quand on est à l'aune d'une nouvelle technologie, d'un changement de paradigme et qu'on veut implémenter toute une nouvelle économie circulaire, on a besoin de faire beaucoup d'investissements en investissement CAPEX, donc de l'ingénierie ou de l'infrastructure, ce qui dans notre cas, ce sont des lignes de démontage qu'on devra mettre un petit peu en Europe, etc. Et pour ce type d'investissement, c'est toujours plus compliqué d'avoir des subventions ou des subsides. Et donc là, on doit recourir effectivement à des investissements publics ou privés, mais je dirais en investissement en capital, etc., plutôt que des subsides. Ouais. Alors Thomas, je suppose que le soutien gouvernemental, c'est un coup de pouce pour les entreprises. Est-ce qu'il y a maintenant des exemples, des succès que vous aimeriez partager avec nous sur cette transition vers l'entrepreneuriat circulaire? Oui, bien sûr. Il y a pas mal d'entreprises qui sont déjà engagées là-dedans, avec ou sans subside d'ailleurs. Et c'est toujours intéressant de prendre des exemples d'entreprises qui, à la base, n'avaient pas un core business qui soit justement la durabilité. Parce qu'il y a tout un ensemble d'entreprises qui sont justement dans des activités traditionnelles depuis des décennies ou même récemment et simplement qui vont devoir adapter leur activité. Et ça, il y a de nombreux exemples. Moi, j'aime bien l'exemple de la maison d'Andois, la maison bruxelloise, donc, qui fabrique des biscuits ici en région bruxelloise, qui va bientôt avoir 200 ans. Donc, dans le terme d'activité traditionnelle et ancienne où on fonctionne entre guillemets toujours comme d'habitude, on pourrait se dire que là, vu l'ancienneté de l'entreprise, on serait dans un business model qui pourrait difficilement changer. Sauf que eux ont fait un virage vers des fournitures locales et en agriculture régénérative qui donc vont préserver la qualité des sols, etc. Donc, et ils s'inscrivent, ils sont très actifs et soutenus notamment par la région bruxelloise dans le cadre de la Shifting Economy. Il y a aussi des exemples plus anonymes, on va dire, mais de restaurants que j'ai eu l'occasion d'accompagner en tant que conseiller sur le pack énergie avec Bruxelles Environnement. De restaurants, pour rester sur l'exemple qu'on utilisait tout à l'heure, qui à la base veulent réduire leur consommation énergétique pour des raisons financières, mais qui après vont se poser des questions sur justement comment s'équiper différemment, comment se fournir différemment, pourquoi pas obtenir un label en l'occurrence Good Food à Bruxelles. Et c'est particulièrement intéressant parce que on parlait des réglementations tout à l'heure, des fois le lien se fait dans le sens où il y a maintenant le fait que les entreprises caractérisées comme étant exemplaires à Bruxelles vont avoir une majoration des aides. Donc c'est un mécanisme qui est pour l'instant que bruxellois, mais qu'on pourrait pourquoi pas voir naître sur d'autres territoires. Et à ce moment-là, une entreprise qui va dans ce sens bénéficiera de plus de primes. Je prends l'exemple des 2 restaurants. Là, le Saint-Boniface a bénéficié de primes de Bruxelles Économie Emploi. S'ils sont exemplaires et qu'ils redemandent ce genre de primes, elles seront majorées. Le 25 gris, c'était des primes, un crédit de Énergie Renault. Donc il y a plein d'outils qui existent qui seront toujours plus avantageux si une entreprise est justement vertueuse. Un exemple en Wallonie est aussi le groupe Copain qui réalise du pain à travers de farine faite à partir de pain réutilisé. Donc il y a tout à fait moyen d'agir sur les matières premières aussi. Et un exemple beaucoup plus grand qui n'est pas une PME mais qui est quand même très intéressant, c'est le groupe Decathlon qui a lancé un projet qui s'appelle WePlay Circular, que je trouve particulièrement intéressant parce que là on est dans un abonnement à la location des accessoires de sport ou de tout ce qu'ils ont en magasin. Et donc, ça change complètement la logique dans laquelle on est, où des fois on peut penser obsolescence programmée, etc. J'ai intérêt à ce que mon client revienne le plus rapidement possible. Et même s'il y a des réglementations qui sont supposées surveiller l'obsolescence programmée, on n'est jamais tout à fait à l'abri d'un produit qui ne soit pas conçu sur la longueur. Sauf que dans ce business model-là, plus le produit dure, donc plus il est de qualité, moins il devient cher pour l'entreprise, puisqu'elle a intérêt à ce qu'il dure longtemps et qu'il soit loué un maximum de fois. Donc on est dans un mélange de l'économie de la fonctionnalité et d'autres aspects de l'économie circulaire qui sont particulièrement intéressants. On espère que Decathlon va continuer avec ce type de modèle parce que c'est un bel ambassadeur pour ce fonctionnement, mais c'est le genre de réflexion qui peuvent tout à fait être apportées dans d'autres entreprises.
Je pense donc qu'il est clair que la transition vers l'entrepreneuriat circulaire est aujourd'hui le bon choix pour préparer l'avenir des entreprises. Nous allons parler plus en détail des défis qui restent encore autour de la conception circulaire et nous allons approfondir les enjeux d'une transition vers des produits prenant en compte la circularité dès la conception. Nous discuterons également des normes et de la propriété intellectuelle. Valentin, pourquoi est-ce que c'est crucial pour les entreprises qu'elles réfléchissent à la circularité dès le début du processus de conception? Tout à fait, parce qu'on observe que 80% de l'impact d'un produit se fait lors de la phase de conception. C'est-à-dire que quand on conçoit son produit, directement, on anticipe, on imagine la façon dont on va extraire les ressources qui constituent le produit, comment est-ce qu'on va produire ce produit, comment il va être consommé, et puis une fois qu'il arrive en fin de vie, comment il va être jeté. Et donc l'économie circulaire et plus particulièrement le design circulaire, c'est comment est-ce que je peux concevoir mon produit pour qu'il ait un impact sur l'environnement le plus faible possible et ce, à chacune des étapes du cycle de vie du produit, que ce soit lors de la phase d'extraction, production, consommation et puis à la fin de vie. Et le design circulaire, c'est vraiment cette conception de se dire comment est-ce que moi je peux prolonger la durée d'usage de mon produit. Comment est-ce que je peux également consommer le moins de ressources possible lors de la phase de production, en tout cas de ressources vierges, de ressources de matières premières vierges, et comment est-ce que je peux faire en sorte que ce produit dure le plus longtemps dans la durée, au travers notamment de faire en sorte qu'il soit plus facile à réparer, à démonter, à, par exemple aussi, réutiliser, réemployer, reconditionner, remanufacturer ou encore recycler. Donc c'est vraiment un design qui permet tout simplement de concevoir l'ensemble du produit et faire en sorte qu'il ait un impact le plus minime possible sur l'environnement, tout en intégrant aussi des retombées économiques et sociales pour l'entreprise et la société. Étienne, comment est-ce qu'on peut réellement rendre circulaire la conception d'un produit et quand est-ce qu'on parle d'éco-conception? Valentin l'a très bien expliqué, effectivement. Déjà, dès la conception d'un produit, il est vraiment important d'identifier l'intégralité du cycle de vie du produit, donc les matières premières utilisées, l'utilisation du produit pendant sa vie commerciale, sa transformation, voire sa destruction. Et donc, quand on prend en compte dans ces aspects-là des principes écologiques, on parle d'éco-conception. Alors, il y a des grands principes des fondamentaux à l'éco-conception, c'est d'utiliser des ressources qui sont abondantes localement, c'est d'utiliser des matériaux qui peuvent être facilement réutilisés et recyclés sans trop perdre de qualité, c'est de viser une efficacité énergétique maximum durant toute la chaîne économique, donc de la construction, du développement jusqu'à la mise en vente, jusqu'à l'utilisation, c'est d'essayer de tenir compte de la durée de vie du produit et de veiller à ce qu'il soit réparable, recyclable. Et puis un dernier aspect, c'est d'essayer de réduire au minimum les déchets engendrés par la production de ces produits ou de ces services d'ailleurs. Et cette notion d'éco-conception, elle s'applique évidemment à un produit, mais elle peut s'appliquer à tout le système. Ça peut être élargi à l'entreprise de manière générale. Donc ça peut être aussi pour, par exemple, le catering de l'entreprise, pour les voyages d'affaires, pour les services IT. Donc c'est vraiment un mode de pensée, une méthodologie qui peut s'appliquer à la fois pour la production de produits physiques, mais aussi sur les processus de l'entreprise. Alors Christophe, qu'est-ce que cela veut dire ou signifie concrètement pour l'industrie de la mode et pour les applications que vous utilisez? Mais je dirais que, bon voilà, je ne veux pas revenir sur la définition et tous alignés et je suis super content parce qu'on a vraiment cette même vision. C'est vraiment clé, surtout dans l'industrie textile où, voilà, sur les 100 milliards de vêtements produits par an, en fait 78% ont un besoin de démontage avant d'être recyclés. Donc la grande majorité doit être démontée avant d'être recyclée. Eh bien, pouvoir penser au moment de la conception du vêtement qu'en fait on va mettre un fil Resortex qui va pouvoir permettre le désassemblage plus tard, ben voilà, c'est quelque chose de clé. Mais permettre ce démontage pour pouvoir être recyclé, mais pour pouvoir être réparé, pour pouvoir être réutilisé, etc. Donc la gamme d'applications est assez large. Et peut-être pour rajouter à ce que mes collègues ont dit aussi, je trouve que l'éco-design ne doit pas forcément être contraignant non plus. Donc dans notre cas, on doit juste changer la bobine de fil. Donc en fait, ça limite pas la créativité du designer. Donc en fait, il peut toujours faire les designs et les modèles qu'il avait envie de faire avant. Et on préserve, je dirais, les fonctionnalités du produit pendant toute sa durée de vie. Donc je crois qu'il y a vraiment moyen de pouvoir imbriquer les deux et pouvoir aller vers une solution durable sans avoir trop de contraintes industrielles et techniques. Est-ce que cela ne va pas coûter plus cher parce qu'il va peut-être devoir convaincre le consommateur?
Oui, alors je dirais que l'éco-design ne doit pas forcément être beaucoup plus cher. Donc, dans notre cas, on a eu plus de 30 projets pilotes avec des marques différentes et différents types de vêtements, etc. On a pu démontrer qu'en fait, sur la chaîne de valeur, on apportait plutôt un bénéfice net. Mais pour ça, il faut évidemment avoir des processus qui sont efficaces et avec des hauts rendements, mais comme dans tout type d'industrie. Si on prend aujourd'hui l'exemple d'un manteau qu'on démontrait de manière manuelle ou mécanique, on perd plus de 60% de la matière avant même de pouvoir être recyclé. Dans notre cas, on récupère plus de 95% de la matière. Donc, on a beaucoup plus de matière qu'on récupère, beaucoup moins de déchets à traiter, beaucoup plus de valeur en fin de chaîne. Et donc voilà, tout ça s'imbrique ensemble pour pouvoir avoir une solution cohérente et efficace. Alors Thomas, pour aligner les produits sur les principes circulaires, ça nécessite, à mon avis, quand même souvent aussi une façon complètement différente de penser et d'innover. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie ? Oui, en tout cas, ça en prend les directions. On voit l'ensemble des outils et des initiatives ici dans notre discussion qui vont justement dans ce sens. Donc je pense que oui, parce qu'effectivement, c'est un changement de concept. On le disait, on vient de l'économie linéaire. Comme Valentin le disait il n'y a pas si longtemps, en fait, basiquement, on mettait tout à la décharge. Il y a eu après des évolutions, on a commencé à valoriser énergétiquement. On brûle les déchets, oui, ok, mais en même temps, on produit de l'énergie, c'est pas tout à fait perdu. Puis on les recycle. Et après, à chaque fois, ça va un petit peu plus loin. Je prends par exemple l'exemple de la réparation, avec une directive européenne qui maintenant oblige les entreprises à réparer gratuitement, pas toutes, dans un certain domaine, mais réparer gratuitement les appareils qu'elles mettent en vente pendant la durée de garantie légale de 2 ans et proposer des coûts acceptables de réparation pendant une période de 10 ans. Donc à chaque fois, on va un petit peu plus haut sur un échelon de ce qu'on appelle l'échelle de Lansing, mais ça c'est pour l'aspect technique, mais qui va justement présenter l'économie circulaire comme le fait d'aller à chaque fois vers la réduction des matières premières, etc. Donc à chaque fois, oui, ça va dans le bon sens. Par rapport aux différents acteurs aussi, il y a de plus en plus de mobilisation, que ce soit les pôles de compétitivité wallons, les réseaux bruxellois, Hub Bruxelles, c'est tout ce qui se fait au niveau des acteurs régionaux, fédéraux. Donc oui, complètement. Je rajouterais par rapport à ce que disait Valentin tout à l'heure aussi, il y a quand même un point d'attention, notamment par exemple dans le fait qu'il y ait des marchés publics qui soient à chaque fois plus verts. Mais ça, évidemment, tout le monde est aligné sur une démarche comme ça. Ce qui peut être un petit peu problématique dans un sens, c'est par exemple si les grandes entreprises sont les seules à être bien formées, justement à pouvoir avoir des parties de leur personnel qui soient dédiées à justement rendre leur activité plus durable, etc. Et que les petites entreprises n'ont justement, par manque d'accompagnement, pas la possibilité de faire cette transition-là. Si je prends l'exemple, par exemple, des marchés publics qui sont une bonne partie du PIB en Belgique, elles n'y sont déjà que très peu présentes, elles le seraient encore moins. Donc justement, il y a cet enjeu vraiment d'accompagner les petites entreprises justement pour qu'elles ne prennent pas du retard sur les grandes entreprises qui pourraient se permettre justement de dédier beaucoup plus de ressources à la durabilité. Alors quel accompagnement prévoyez-vous chez Circular Wallonia ? Alors, nous, on essaie vraiment d'orienter notre accompagnement autour de ce qui arrive en termes de cadre réglementaire européen. Donc le cadre réglementaire évolue très fortement au niveau de tout ce qui est normes design, normes produits également. Et donc, nous, on considère cela comme un potentiel d'innovation. Et donc, l'accompagnement qu'on octroie aux entreprises, c'est vraiment dans ce sens. Alors, on a des accompagnements qui sont plutôt transversaux, notamment au travers de notre partenaire Wallonie Design qui vise vraiment à mettre en place un parcours d'innovation pour intégrer une stratégie de design circulaire dans un business model. Et puis, on a également donc, des accompagnements plus thématiques au niveau de nos chaînes de valeur. Donc, on a plusieurs chaînes de valeur, notamment la construction, la métallurgie. On a également le plastique, qui sont donc des domaines d'innovation dans lesquels on veut accompagner nos entreprises en matière de design circulaire. Naturellement, Étienne, ces nouveaux produits doivent être sûrs, donc répondre à certaines normes. Alors, quelles normes s'appliquent effectivement sur l'économie circulaire et des produits circulaires ? Oui, les normes et la normalisation, c'est quelque chose qui est souvent méconnu du grand public, un peu moins des entreprises, mais qui est hyper important parce que ça garantit justement qu'elles opèrent dans un marché équilibré avec les mêmes règles pour tout le monde. Et c'est aussi des guides pour les entreprises. En termes d'économie circulaire, il y a de manière générale 5 types de normes. Les normes de conception, donc qui encourage vraiment la conception de produits durables, réutilisables, avec un impact limité sur l'environnement. Les normes d'application, qui encouragent l'utilisation de produits déjà recyclés pour des
applications de grande valeur, et c'est surtout le cas dans la construction. On a les normes de gestion environnementale, donc là qui encouragent l'utilisation de produits qui répondent à certains critères sociaux et environnementaux. Des normes en matière de gestion des déchets, donc là qui encouragent des bonnes pratiques par rapport à la collecte, le tri, le recyclage des déchets. Et puis un dernier type de normes sont les normes de reporting, là qui garantissent une transparence et une responsabilité justement des entreprises dans la gestion environnementale et la gestion des déchets. Christophe, alors quels sujets sont importants pour vous? Qu'avez-vous dû prendre en compte jusqu'à présent? Je dirais que nous, c'est un peu dans notre ADN, tout ce qui est normes, tout ce qui est régulation et reporting, ESG, etc. Donc oui, ça, c'est notre quotidien. Maintenant, au-delà de ça, je dirais, ce qui était surtout important pour nous et qu'on a peut-être un peu sous-estimé au départ, c'est tout l'écosystème avec lequel on doit travailler. Donc ces normes aussi permettent d'interagir avec d'autres acteurs dans la chaîne. Et c'est surtout ça aussi qui prend du temps et beaucoup d'énergie. Et bon, on a de la chance dans l'industrie textile. On a une industrie de collecte qui existe déjà depuis les années 40, parce qu'effectivement, déjà à ce moment-là, on réutilisait les vêtements pour les vendre en seconde main. Donc c'est une industrie qui a déjà plus de 75 ans. Mais qu'effectivement, il faut aider à faire un shift de paradigme pour pouvoir changer la vision et les rendre plus circulaires, aussi avec l'aide de ces normes. Et donc voilà, nous on travaille là-dedans tous les jours. On est déjà en contact avec 65 et plus acteurs différents au niveau européen, justement pour pouvoir essayer d'harmoniser tout ça et travailler dans la même direction, quoi. Alors vous avez naturellement aussi chez Resortex cette ambition de travailler sur les marchés à l'étranger, mais en ce qui concerne les normes, il y a encore du travail à faire. Est-ce qu'il y a des obstacles ? Oui, alors bon, c'est vrai que l'industrie textile, c'est une industrie directement mondiale. Donc, ça, on l'a dit, oui, c'est une des plus grandes industries au monde. Il faut savoir aussi, on a parlé de ressources et de matières premières, 100% des deux matières premières les plus utilisées, donc le coton et le polyester, sont importés hors de l'Europe. Donc oui, le cadre législatif et les normes et l'harmonisation surtout sont super importants. Et cela pour pouvoir préserver effectivement la compétitivité de notre industrie manufacturière, sinon elle serait mise à mal, alors que pour l'instant on doit vraiment amorcer une réindustrialisation. Donc oui, on doit tous travailler dans la même direction pour pouvoir effectivement harmoniser, renforcer tout cela, pour pouvoir aider les acteurs de l'industrie textile ici, en l'occurrence, à répondre à ces nouvelles normes et exigences. Oui. Maintenant, Thomas, l'économie circulaire, c'est également une priorité pour l'Union européenne, dans le contexte des ambitions climatiques de 2050. Est-ce qu'il y a une évolution réglementaire pour parvenir à une harmonisation ? Oui, justement, l'échelon européen est ce qui est supposé uniformiser et mettre les mêmes objectifs, qui sont d'ailleurs très ambitieux, parce que l'Europe va être le premier continent neutre pour le climat en 2050. Donc, ils se donnent les moyens, en tout cas du point de vue réglementaire pour l'instant, pour y arriver. On parle quelquefois d'une directive CSRD, dont on parle parfois beaucoup, de plus en plus dans le milieu des entreprises maintenant. Ça ne concerne pas directement les PME, sauf quelques exceptions, mais c'est quand même très important d'être au courant en quoi ça consiste. On a déjà parlé, c'est les obligations de reporting extra-financier, donc notamment en termes de durabilité, pas que, mais sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cas. Et même les entreprises qui ne seraient pas directement concernées, à partir du moment où une PME va fournir des biens ou des services à une entreprise qui doit respecter tout ce reporting-là, elle a intérêt à proposer des services qui soient justement durables. Parce qu'à partir du moment où elle va être prise dans les fichiers de l'entreprise qu'elle doit reporter, à ce moment-là, ça procède un petit peu par ricochet. Donc dans cet aspect-là, il y a de la complexité administrative qui, certes l'administratif est toujours nécessaire, mais qui ne devrait pas se rajouter à ce qui existe déjà, parce que c'est déjà identifié comme une des grosses difficultés des entreprises aujourd'hui, la complexité et la gestion administrative. Et il y a aussi, à mon sens, vraiment une réflexion plus structurelle qui doit être amenée aussi à côté des normes. Je prends des exemples très concrets, encore une fois sur l'énergie qui est plus ma spécialité, mais qui est très parlant. Quand on parle par exemple d'électrification des usages, si on va privilégier le chauffage par exemple par pompe à chaleur au lieu de chaudière à gaz, qu'on interdit les chaudières à gaz, etc. Là aussi, a priori, tout le monde pourrait trouver ça tout à fait légitime, mais dans un contexte où l'électricité est beaucoup plus chère que le gaz, une entreprise, dans certains cas,
cas qui va faire ça du jour au lendemain, en fait, pourrait voir vraiment ses coûts exploser. Alors, certes, il faudrait qu'elle le fasse, mais avec vraiment des réflexions plus structurelles. S'il y a juste une réglementation sans accompagnement, mais ça, on en parlait en première partie, et sans réflexion plus structurelle, en sachant qu'on est dans un monde hyper connecté où, justement, on va dépendre de plein de choses différentes, si on n'arrive pas à contrôler ces aspects-là, ben, l'entreprise, même avec toute la bonne volonté, ben, en fait, elle se trouvera assez limitée par rapport à ça. Parlons maintenant de propriété intellectuelle, car les entreprises qui innovent, Étienne, doivent naturellement pouvoir protéger leurs idées et inventions. Alors, comment est-ce qu'elles peuvent le faire? Oui, effectivement, la propriété intellectuelle, c'est hyper important et ça offre vraiment de nombreux avantages, à la fois aux entreprises qui peuvent protéger leur créativité et leurs innovations. Elles peuvent aussi en retirer une valorisation financière. Et puis, ça permet aussi de soutenir cette transition par la diffusion justement de nouveaux concepts, de nouveaux processus, de nouveaux produits. Alors, on peut protéger par des droits de propriété intellectuelle de nombreuses choses, que ce soit des marques, des dessins, des modèles, des processus de production. Donc il y a vraiment toute une panoplie d'éléments de la vie d'une entreprise qui peuvent être protégés par des droits de propriété intellectuelle. Alors pour en savoir un peu plus, moi je conseille toujours d'aller visiter le site du SPF Économie. Je prêche un peu pour ma chapelle, puisqu'on héberge l'Office belge de la propriété intellectuelle, donc on peut donner toute une série d'informations par rapport à cela. J'invite les entreprises à aller dans des cellules brevets, dont on a déjà parlé tout à l'heure, pour avoir aussi de l'information sur la propriété intellectuelle pour leur secteur propre. Et puis je voudrais aussi mentionner l'existence d'une plateforme qui s'appelle createprotectbenefit.com, qui vise justement à sensibiliser les entreprises et les PME aux droits de propriété intellectuelle et à ce que ça peut leur apporter, notamment en termes de valorisation purement financière pour l'entreprise. Et alors, je pense à cette collaboration entre différents partenaires, une start-up, une institution de recherche. Alors, qui va pouvoir revendiquer ces droits et quand? Thomas et Valentin. Moi, je rebondirai sur ce qu'a dit Étienne. Je prêcherai aussi pour sa chapelle à lui, puisque de manière générale, on va pouvoir rediriger, mais notamment vers, je lis le guide pratique des contrats et des clauses contractuelles en matière de propriété intellectuelle. Donc, non très pompeux, mais justement un document aussi très complet. Pourquoi on redirige vers ce genre de choses? Parce que c'est parmi les domaines les plus compliqués, ce type de contrat. Donc un simple conseil ou même un juriste, etc., assez généraliste, sera face à des difficultés par rapport à ces sujets-là. Après, il y a des séances d'information, d'introduction qui existent, et notamment UCM en donne aussi, mais c'est un petit peu ces différents éléments mélangés qui vont permettre d'y voir plus clair. Et il sera souvent aussi recommandé de faire appel à un avocat vraiment spécialisé dans ces thématiques-là qui sont compliquées. Ouais. Oui, moi je rejoins tout à fait Thomas. Il n'y a pas de réponse générale, je pense, à ce type de questions sur qui peut prétendre à ces droits, à ces brevets. C'est vraiment au cas par cas. On innove rarement seul, on fait rarement de la recherche et développement seul, donc on travaille très souvent avec des centres de recherche, des universités, des spin-offs en découlent. Parfois, il y a également des partenariats privés-publics. Et donc cette thématique est extrêmement complexe. En Wallonie, on met à disposition des entreprises, des chèques entreprises aussi dédiés aux brevets et à la protection de la propriété intellectuelle. Et donc, il y a moyen de se faire accompagner. Et également, sur le site du SPF, il y a tous les éléments nécessaires pour s'informer et trouver les points de contact nécessaires. Alors, Christophe, comment avez-vous protégé vos inventions en matière de propriété intellectuelle ? Je dirais qu'on a développé toute une stratégie, je dirais, de propriété intellectuelle. De par la nature de notre activité qui est directement internationale, on a vraiment dû y réfléchir au départ du projet. Et donc, en fait, elle se déploie en différents éléments. On a d'abord, effectivement, des brevets qu'on a déposés presque dans le monde entier, dans des pays stratégiques. On a déposé nos marques aussi. Et on travaille aussi avec un grand nombre de secrets commerciaux qui sont vraiment très bien gardés, dont même moi, je n'ai pas toujours accès, et fort heureusement. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte que là, quand on a une nouvelle technologie, quand on est dans un nouveau secteur et qu'on veut se développer au niveau global, avoir une stratégie d'intellectual property ou de propriété intellectuelle qui est vraiment, je dirais, robuste et solide, c'est vraiment clé pour pouvoir opérer justement et se développer dans ces différents marchés. Merci beaucoup. Nous devons presque terminer. Alors, Étienne, la dernière question, elle est pour vous. Si nos téléspectateurs souhaitent s'informer sur cette transition vers l'économie circulaire, où peuvent-ils s'adresser ?
On a vu effectivement que c'était une priorité et que c'est dans les agendas européens, fédéral, régional. C'est aussi au cœur des priorités des centres de recherche, des universités, de différentes parties prenantes. Donc il y a de multiples sources d'informations, toutes légitimes. En ce qui me concerne, évidemment, j'invite toutes les personnes intéressées à se rendre sur le site devenircirculaire.be, puisque là, on retrouve vraiment toute l'information générale par rapport à cette thématique, mais aussi des informations plus particulières par secteur, parce qu'il y a quand même une grande diversité d'enjeux en la matière, en fonction des différents secteurs économiques. Il y a des témoignages d'entreprises aussi, ça peut être assez inspirant pour des PME ou des petites structures qui ne se sont pas encore lancées dans cette aventure-là. On renvoie aussi vers nos collègues des régions, qui ont leurs propres compétences en la matière. Et puis un dernier élément, je rappelle encore, c'est l'existence de cet outil d'autodiagnostic qui permet aux PME de savoir où elles en sont en matière d'économie circulaire et de prendre le train ou bien de faire accélérer le train pour s'améliorer dans leur circularité. Merci beaucoup. Et avec cela, nous pouvons donc conclure cette émission aujourd'hui. Puis-je vous remercier d'avoir partagé vos idées avec nous, Christophe Berlot, Étienne Mignolet, Valentin Vassart et Thomas Lepers. Et vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.